Bonjour à tous, voix voilée, voix de velours. Après les vacances, nous sommes ravis de vous retrouver avec toute l'équipe de 200 millions de critiques. Nous allons parler de sujets extrêmement variés dans cette première émission de reprise. J'espère que les vacances ont été bonnes. Vous vous découvrez derrière nous, puisque nous sommes à l'Institut du monde arabe, comme d'habitude, à un Paris voilé, une Notre-Dame qui disparaît justement dans la brume. Julie Laferrière de TV5 Québec-Canada. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez. Vous êtes à côté de Lise-Laure Etiat, que nous connaissons bien sur l'antenne de TV5 Monde, d'Estelle Martin, qui elle aussi est à TV5 Monde, et de Michel Serruti de la radio-télévision suisse. 3 femmes, un homme seul. Bonjour. Bonjour Guillaume. Voilà, bonjour à tous. Oui, 3 femmes, c'est incroyable. Ouais. C'est parfait. Nous sommes en supériorité, c'est la première fois, mesdames, il faut qu'on en profite. Moi, je propose qu'on garde le plateau comme ça, dorénavant. Le sommaire. Cirque Africa, le cirque du soleil, les 7 doigts de la main, le cirque exalté, les compagnies francophones ne cessent de révolutionner les arts du cirque et c'est notre premier sujet de ce nouveau numéro de cette nouvelle année. S'il est bien un domaine où les Belges francophones sont rois, c'est celui de l'humour décalé. Un humour qui franchit allègrement leurs frontières avec des ambassadeurs comme François Damiens, les frères Taloche, Virginie Hauck ou Stéphane de Groot. Nous verrons que leur règne est parti pour durer. De Francis Lay et Michel Legrand à Yann Tiersen et Alexandre Desplat, les Français sont depuis longtemps les chouchous d'Hollywood en matière de composition de musique de film. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. Bonne année à tous. 200 millions de critiques, c'est parti. Le premier sujet qui va nous permettre de débattre aujourd'hui dans 200 millions de critiques concerne le cirque et le renouveau des arts du cirque. Alors vous connaissez évidemment le célèbre Cirque du Soleil, mais il y a d'autres cirques qui sont maintenant très célèbres dans le monde, les 7 doigts de la main, Archaos, Romanes, les Sélénès, Octobre, des noms de troupes qui sont extrêmement célèbres dans le monde entier, car depuis une vingtaine d'années, tout a changé. Plus vraiment de pistes, plus vraiment de clowns blancs. On est plutôt dans une sorte de showbiz mondialisé, avec beaucoup de qualité, mais également aussi de la nostalgie. Pour introduire cette conversation sur le cirque, je voudrais qu'on découvre un cirque tout à fait étonnant qui s'appelle Circa Africa 2. La troupe quitte Paris ce week-end après plusieurs représentations qui se sont passées dans de très bonnes conditions avec un public nombreux. Tous nos amis qui sont sur ce plateau ont découvert donc cette troupe magnifique. Voici un sujet de nos confrères de France 2 et après nous parlerons de ce renouveau du cirque dans le monde francophone. Regardez. C'est un hymne à l'Afrique. Sur scène, 50 artistes. Pendant plus de 2 heures, musiciens, acrobates et danseurs vibrent au rythme des percussions. Génial. Ah ouais, vraiment, on a adoré. Hein. La musique, les couleurs, les danses. Une pêche extraordinaire. Ça me faisait comme si j'étais dans les nuages et que je rêvais. Et il y avait des petits cœurs aussi. Les artistes viennent des 4 coins de l'Afrique. Parmi eux, 2 Ivoiriens, Jean-Marc Agbogba et Kassim Sanogo. Ils sont acrobates et musiciens. Kassim et Jean-Marc se connaissent depuis longtemps. Ah, je ressemble à un taureau là. Kassim Sanogo a posé le pied en Europe pour la première fois, début novembre. J'ai eu l'impression que c'était un rêve. Mais je sais que c'était un rêve qui n'était pas un vrai rêve. C'était la réalité même qui était devant moi. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui? Allah, je ne peux pas dire ça une fois, hein, 1000 fois. Je suis fier. Très. Et je me concentre pour dire ça. Hein. Je suis très fier. Oui. Depuis 2 ans, les artistes répètent sans relâche, sous l'œil critique du metteur en scène. Tout le monde du même pied. Alain Pachery est exigeant, mais surtout très engagé. Peut-être on peut faire tomber quelques clichés grâce à ce spectacle. On m'a dit notamment, je regarderai plus, des Blancs m'ont dit je ne regarderai plus les Africains de la même façon. Des Africains m'ont dit merci monsieur, c'est formidable, vous avez montré notre culture. Dans quelques minutes, commence la représentation.
Chrétiens et musulmans, les artistes se recueillent ensemble. Une dernière prière avant le grand saut. Un spectacle virevoltant qui n'a rien à envier au cirque traditionnel. Voilà pour le reportage de France 2. Donc vous avez vu tous les cas de ce spectacle. Quelle est la différence pour vous qui l'avez vu avec la comédie musicale où il y a à la fois, enfin la comédie musicale d'aujourd'hui, où il y a à la fois effectivement de l'acrobatie, de la chanson. Je nuancerai une chose, c'est-à-dire que, alors c'est bien, on est là pour discuter. Moi, j'ai pas l'impression justement que ce soit tout à fait un cirque dans l'esprit moderne, parce que c'est une succession de numéros, plus dans l'esprit d'un cirque traditionnel, finalement, qui ne se suivent pas les uns les autres. Donc, c'est aussi différent par rapport à une comédie musicale. Donc, il n'y a pas une narration continue. Non, il n'y a pas une narration. C'est un cirque moderne parce qu'on n'est pas dans la grande tradition du cirque au niveau du numéro avec des animaux, avec des trapèzes et des choses comme ça, mais c'est un cirque traditionnel tout de même, dans la mesure où les numéros se suivent sans qu'il y ait une suite logique. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration que le Cirque du Soleil, par exemple. Non. Dans le Cirque du Soleil, il y a une thématique, mais c'est quand même aussi une succession de numéros les plus époustouflants les uns que les autres. Mais quand même, le Cirque du Soleil. Oui, il y a une thématique, mais là, la thématique, c'est la thématique africaine. Les grands derniers succès du Cirque du Soleil, consacrés à Michael Jackson, ou alors, par exemple, celui qui marche le mieux, c'est celui qui est consacré aux Beatles, qui s'appelle Love. Il y a une thématique absolue, qui est le répertoire et une véritable narration. Là, c'était sous l'hommage à Mandela, mais c'est vrai que c'était des numéros qui s'enchaînaient. Oui, c'est ça. Et là où je suis d'accord avec vous, Michel, c'est une succession de tableaux. Et les conventions du cirque ont été tellement bousculées. Vous le disiez par le Cirque du Soleil, par les 7 doigts de la main, qui est une compagnie, je crois que vous connaissez, qui était ici à Paris jusqu'à tout récemment, où là, vraiment, on fracasse tout et on a un récit, on a une mise en scène. Les 7 doigts de la main, ça devient presque brechtien par moment. On touche à des thèmes comme la psyché, où on va carrément avoir des numéros dans une camisole de force. Et là aussi, il faut faire la distinction au cirque qui s'adresse aux enfants, aux familles et à un public plus averti, plus adulte. Oui, les 7 doigts de la main, c'est plus pour les adultes. La vie, c'est vraiment, ça parle de la mort, ça parle du sexe. Et là, il faut surtout pas emmener ses enfants. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour un public averti. Il faut vraiment pas emmener ses enfants pour voir la vie. Et Cuisine et Confession, qui est l'un des derniers spectacles qui a été présenté à Paris. Maintenant, ils sont partis en Russie. Là aussi, il y a vraiment une histoire. Il y a un Argentin qui raconte comment son père est mort lors de la dictature. Et vraiment, dans les 7 doigts de la main, il demande aux circassiens de raconter un peu leur vie, de mettre beaucoup de leur personnalité, de leur parcours. Et là, ça différencie avec le cirque traditionnel. Tandis que Cirque Africa, c'est vraiment grand public. Par contre, alors vous pouvez y aller avec vos enfants, il n'y a aucun problème. Je me suis posé une question par rapport à ces artistes dans Cirque Africa qui sont époustouflants. De se dire, ils ont un gabarit tellement élégant, ce sont d'immenses danseurs, d'immenses athlètes. Comment ça se fait qu'on ne voit pas plus d'artistes africains, toutes compagnies confondues? Comment ça se fait qu'on n'a jamais vu d'artistes africains au Cirque du Soleil et tout ça? C'est vraiment... Le Cirque du Soleil, par exemple, il n'y a pas du tout d'artistes qui viennent d'Afrique? Parce que le Cirque du Soleil, ça a commencé en 84, si mes renseignements sont bons. Il y avait une vingtaine de personnes, maintenant ils sont 5000. Il y en a 1000 qui sont dans le QG, j'allais dire, du Cirque du Soleil à Montréal, donc chez vous. Et puis il y en a 4000 qui sont à Las Vegas, à Macao. Ils essayent de s'installer à Londres, à New York, avec des structures permanentes. Enfin... Mais de mémoire, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que les artistes sont principalement... asiatiques, russes, caucasiens. Je pourrais me tromper parce que j'ai pas vu toutes les productions, mais de ce que j'ai vu à Montréal, à Las Vegas, c'était... Même dans les 7 doigts de la main, il y a très peu d'artistes africains, mais il y a peu d'écoles aussi. Il y en a que 3. Il faut revenir au problème justement qui est important, celui de la formation, parce que les artistes confirmés, en fait, ce qu'on appelle les performeurs, c'est à peu près depuis les années 2000. Et moi, j'ai vu... Vous parlez de quoi? Des Africains ou des... Non, des artistes africains. Ah oui. Voilà. Et par exemple, en Éthiopie, c'est d'ailleurs un Canadien qui a permis, je pense que c'était dans les années 90, qui était venu enseigner complètement autre chose et qui, à ses heures perdues, faisait de la jonglerie et qui a permis de lancer tous les cirques qui sont dans les principales villes éthiopiennes. Et en Tanzanie, où il y a le cirque Mama Africa, c'est plutôt un Tanzanien qui, lui, a appris le cirque en Chine parce qu'à l'époque, sous Julius Nyerere, la Tanzanie avait des rapports avec la Chine et c'est comme ça que la tradition du cirque s'est installée. Donc elle est récente
récente. Mais il y a des traditions quand même de l'acrobatie, parce que par exemple au Maroc, il y a une tradition qui remonte à Sidi Ahmed Moussa, qui est leur sage, qui est un sage soufi. Il y a des familles d'acrobates au Maroc, mais il s'est tombé en déshérence et il a fallu qu'un metteur en scène français qui s'appelle Aurélien Bory aille travailler, aille trouver ces artistes qui avaient beaucoup de mal à vivre, parce qu'il n'y a pas les aides qu'il y a en France ou en Europe. Et ils ont créé un spectacle qui s'appelle Azimut, qu'on a pu voir notamment grâce à l'Institut du monde arabe, qui est un spectacle étonnant. Alors là, c'est plus artistique. Là, on est vraiment dans le cirque moderne. Mais tout ça pour revenir que parfois, il faut donner un coup de pouce. Là, vous parliez d'un Canadien. Là, c'est un Français, Aurélien Bory, qui est venu les aider. D'ateliers d'ailleurs en africain avec... Qu'est-ce que ça représente au Québec, le Cirque du Soleil? Parce que finalement, c'est ça qui a tout changé. Enfin, dans l'histoire du cirque, j'allais dire, tout était genre Bouglione avant, avec les cirques internationaux. Et puis en 84, quand ça a commencé, le Cirque du Soleil a quand même révolutionné le métier. Absolument. Ça reste aujourd'hui une immense fierté. Maintenant, le Cirque du Soleil a de la compétition. Et il était seul sur la piste, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, en 84 quand il est arrivé. Et puis là, avec des compagnies comme le Cirque Éloise, comme les 7 doigts de la main et plein d'autres prennent naissance et s'inspirent, partent de là pour aller encore plus loin. Par exemple, en Suisse, est-ce qu'il y a encore le cirque classique avec le meneur de jeu, la troupe, les animaux, le clown blanc, l'Auguste? Ça existe encore, ça? En Suisse, évidemment que c'est compliqué ou c'est impossible de tuer le cirque traditionnel classique parce qu'il n'y en a pas d'autres pour des questions, je pense, simplement de taille. Il n'y a pas Éloise. Éloise vient se produire en Suisse parce qu'il est invité, le cirque du Soleil également. Mais en Suisse, on a encore des cirques traditionnels, dont le plus célèbre est évidemment le cirque CNI, 8e génération, qui existe depuis le 19e siècle. Alors, qui est un cirque qui est ambulant, c'est-à-dire qu'il n'est pas basé... C'est pas comme Paris, Bouglione, ils sont installés dans le quartier des Grands Boulevards. Eux, depuis, ils en sont à leur 96e tournée annuelle, si mes renseignements sont bons, si ma mémoire ne me trompe pas. Et avec une structure familiale? Avec une structure familiale, la famille CNI, qui, eux, s'occupent de numéros depuis des générations, soit les chevaux, soit les éléphants. Et puis ensuite, ils invitent des artistes provenant d'autres pays, souvent des numéros qui ont été récompensés au Festival international du cirque de Monte-Carlo, par exemple. Et puis, ils font la tournée de la Suisse pendant 6 mois, puis après, pendant les 6 mois d'hiver, ils préparent une autre tournée. Il n'y a pas de cirque moderne en Suisse parce que c'est juste pas possible, il n'y a pas le public. Et puis CNI occupe toute la place. Mais par contre, on les a qui viennent de tourner... En tournée, quoi. Voilà, qui viennent en tournée, qui restent à Genève. Alors Genève, en général, ils viennent à Genève, ils restent 2 semaines. Question pour terminer, chers enfants, car nous sommes presque au terme de ce premier débat. Les sous, est-ce que ça coûte très cher? En Éthiopie, par exemple, c'est gratuit. Par exemple, le cirque africain, c'est... Oui, c'était cher, mais je voulais par rapport quand au même... cinéma, par rapport au théâtre, le Cirque du Soleil, est-ce que c'est cher? Oui, aller voir une production du Cirque du Soleil, par exemple, à Las Vegas, ça peut être assez cher. C'est quoi? C'est $100, 100 euros plus? Enfin, c'est comme les concerts de musique. Oui, c'est comme les concerts rock. Et en même temps, on peut se dire on en a pour notre argent parce que ça devient un art total. On a de la danse, on a de la musique, on a de la vidéo, on a... Alors, est-ce que c'est cher? Ça peut être relatif. Mais la famille Bouglione, c'est ceux qui sont au cirque d'hiver, je crois. Exactement. Je crois que c'est 80 € la place en carré d'or, hein, si je ne m'abuse. Ouais. C'est très, très cher quand même. Après, il y a de fortes, jolies jeunes femmes en petite tenue. Ça, je pense que c'est pour attirer les pères de famille. Je les suis, ça, là. Mais il y en a... Pourquoi les mères de famille? Je ne sais pas. C'est-à-dire que ça m'a... J'ai jamais compris pourquoi il y avait toutes ces jeunes femmes dévêtues au cirque d'hiver. Oui, c'est étonnant. Non, vous avez l'air de je crois que vous avez compris la psychologie du mâle dominant. C'est ça. En tout cas, le blanc de 50 ans dont nous allons parler tout à l'heure avec Michel Houellebecq. Merci à tous les 4. On va regarder les tweets et on commence avec un tweet du parc parisien de la Villette qui, à l'occasion de la nouvelle année, nous offre une rétrospective des événements qui ont eu lieu sur le site en 2014. Et la Villette, en 2014, c'était plus de 65 000 personnes dans un autre cirque dont on n'a pas parlé ou peu parlé, c'est le cirque Plume. Le deuxième tweet nous vient de Pierre Manopo, photographe qui a pris un cliché que vous voyez de l'un des artistes du Cirque du Soleil lors d'une fantastique performance qui a eu lieu au Queen Victoria Market de Melbourne en Australie. Je vous rappelle, si vous l'aviez peut-être oublié, que Madonna avait fait mettre en scène, au moment où elle est intervenue au Super Bowl, vous savez que le Super Bowl, les artistes aux États-Unis passent entre les 2 grandes mi-temps, mais elle avait demandé justement au Cirque du Soleil. Voilà, le Cirque du Soleil avait fait la mise en scène de l'intervention de Madonna, que par ailleurs je déteste. On termine. Ça, c'est dit. On termine par un tweet du cirque Plume citant une phrase extraite, parce qu'il n'y a aucune raison que je sois aphone et en même temps que je me taise. Une phrase extraite du dernier livre de l'un de ses fondateurs qui s'appelle Kudlak Bernard, abécédaire du cirque Plume, texte sur 30 ans d'aventure de la compagnie. J'ai trouvé que c'était le temps du cirque. C'est un temps éternel, toujours recommencé. Voilà pour ces tweets. Je vous rappelle que bien évidemment, avec vos tweets, vous participez à l'émission. Et bien évidemment, vous allez aussi participer au site internet de TV5 Monde. Et ce sera avec beaucoup de plaisir. Dans un instant, c'est notre camarade belge Alain Guerlache qui va
nous retrouver. Et la parité sera rétablie. Et la parité sera rétablie, mais en tout cas, nous allons parler... sera absolument pas rétablie. Nous allons parler maintenant d'un deuxième sujet qui est celui de l'irruption massive dans l'espace francophone des humoristes belges. Stéphane de Grotte, donc vous le voyez évidemment sur Canal+ et à la télévision. Voici l'extrait de son DVD, Les Chroniques de Stéphane de Grotte, qui sont des chroniques décalées, déjantées, où on joue avec les mots. Le voici, et après nous retrouverons Alain. Merci Lise-Laure. Merci Guillaume. Bonne journée à vous. Merci. Je ne sais pas si vous l'avez déjà appris, mais comme tout ce qui est appris n'est plus à apprendre, je me disais, ou me disais, si vous pensez que j'ai le sens civil, qu'en ce jour dit repos dominical, il serait logique que je fasse honneur à mon voisin de droite, de gauche, mon voisin de droite, à gauche, enfin un homme politique, quoi, qui est un homme politique, mais ne dit mot, malgré cette semaine qui a vu passer larmes à gauche et sourires à droite, laissant ainsi une majorité en PS détachée. Mais en dressant l'état d'Hélios, qui en ce moment promeut monstres et ses merveilles, je constatais qu'il s'agissait bien d'un Premier ministre vaillant, comme Michel, et non d'un dernier sinistre maillant, comme Jacqueline. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais qui, malgré tout, en dit long sur pas grand-chose. Alors même si Hélios ne compte pas pour des prunes, je m'en allais plutôt à la rencontre de Picasso, fils de Xara, car le 8 avril prochain, ça fera près de 40 ans que Pablo est trépassé d'une période bleue cubique à une période sombre plus rectangulaire. Afin de retrouver l'étoile du maître, je me rendis auprès de Picassine, c'est sa cousine. Oui, Pablo est espagnol, breton, mais tombé en fait sur Goya. Non pas la peintre, non pas le peintre, mais Chantal, occupée à se faire tirer le portrait par son mari Jeannot, qui l'a peint. Sans dessus et sans dessous. Oui, Jean-Jacques, un peu vil, peint, car il aime la porter au nu. Ne sachant pas si c'est de l'art ou du cochon, voire même du bacon, je leur fais gentiment comprendre que je ne veux pas me mêler de leur pinceau et m'en retourne vite fait, au risque de devoir tenir la chandelle pour les debout. Parvenant enfin aux portes de l'atelier où se tient le vernissage de Pablo, je crie à Cézanne, ouvre-moi. Mais, ne sachant que faire, il est informaticien de ma requête et je patientais donc sous la pluie qui, en tombant sur la toile, faisait Pollock, Pollock. Ça tombait bien. C'est alors que vint, sans Van Gogh, Salvatore Dali, qui demande à lire mon carton d'invitation. Oui, pour Dali, il n'y a que ça de valable pour pénétrer le sein des saints. Bien que n'étant pas en tenue de gala, j'arrive à le convaincre de me laisser passer et une fois dans l'antre, 2 tours des lieux suffisent pour me mélanger aux huiles. Traînant mon âme en peintre, je me retrouve alors près des gens du buffet. Des arts tristes qui avalaient des couleurs plutôt que de broyer du noir. Comme dirait Pierre, ça soulage. Pendant que, bien entendu, pendant que je goûte le pigment d'Espelette, Courbet, les chines de porc et Degas des eaux, Miro se lave les mains après avoir taillé une bavette en lançant « Chagall !» Chagall, disais-je, même si on n'a pas le droit de citer de marque. Ah oui. Regardant autour de moi, j'observe du clin de l'œil les toiles accrochées au mur et me dis que c'est quand même très mimi, Matisse. Plus loin, je remarque Andrew Warola. Mais on dit Warhol. Racontez Popard sur Popard, à qui veut bien l'entendre. Popard sur Popard. Pendant que Gauguin cause dans son coin et que Michel-Ange, la petite, qui s'appelle Sixtine. Bien sûr. C'est alors que je découvre amusé Picasso, occupé à plaindre une femme sur son Michel Chevalet, avec son Michel Fusain, qu'il utilise depuis les Big Beaux-Arts. Oui, il faut savoir que Picasso est un grand armateur de femmes, qui naguère nica, bien des conquêtes. Et quant à espagnol, souvent les conquistadors. Je me dirige donc vers lui et demande à Pablo Escobar, on peut discuter. C'est à ce moment-là que son ex Dora, triste, qui commence à en avoir marre, me montre la sortie. Aussitôt, René m'agrippe et me demande de ne piper mot, car quand elle se braque marre, faut pas trop la chauffer. Réalisant que tout ça devenait trop surréaliste et que surtout je n'avais Basquiat à foutre, je décidai de quitter les lieux, retrouvant l'Hélio afin de ne pas gouacher la soirée. Tout ça en valait bien la pinte.
Voilà l'histoire de la peinture revue, oh là là, ma voix, l'histoire de la peinture revue par Stéphane de Groot, Dégâts des eaux et Courbet les chines. Stéphane de Groot, Voyage en absurdie, chronique, la révélation déjantée de l'année, c'est aux éditions Plomb. Et voici donc l'autre livre, Retour en absurdie, de Stéphane, qui est maintenant au cinéma, évidemment, à Canal+. Mon cher Alain, vous retrouver est un bonheur. Que se passe-t-il chez vous? Eh bien, après le cirque africain, le cirque belge. Oui, mais justement, question, que se passe-t-il ces dernières années, disons depuis Poulvord jusqu'à De Groot, en passant par François Damiens? Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague d'humoristes, surtout présente dans les médias, les radios, les télés. On a vu Stéphane de Groot. Il y a aussi, par exemple, sur France Inter, tous les jours, Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker, qui ont une émission quotidienne. Mais c'est une tradition. D'ailleurs, on vous pompe, si je puis dire. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est une tradition aussi. Avant ça, vous le vôtre, on peut même remonter à Raymond DeVos, qui est très très proche de chez nous. C'est un mélange d'autodérision. On s'est tellement foutu de nous que finalement on a décidé de le faire nous-mêmes et de se moquer de notre propre existence, de notre propre monde, de notre propre place dans la francophonie. On est passé des blagues belges aux blagues de Belges maintenant. Je voudrais citer Alex Vizorek, qui est donc à la radio, mais qui est aussi en spectacle un peu partout, en Belgique et en France. Et il dit... J'aime bien commencer en spectacle en France en disant que je suis belge parce que j'ai l'impression que vous nous pardonnez pas mal de choses. Vous êtes persuadé qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Alors, est-ce que vous connaissez cette expression, ne pas avoir toutes les frites dans le même sachet? Non. Ça veut dire être un peu déjanté. Oui, mais c'est vrai parce que Walter, je pensais à Walter qui est lui, qui fait belge et méchant, qui est très méchant d'ailleurs, et il est drôle parce qu'il est autodérision. Il dit que c'est vrai que les Français, même les humoristes français, on se prend un peu au sérieux. Alors, on parle de la France, de François Hollande, et il se moquait vraiment de nous. On a beaucoup de mal à faire de l'autodériser les Français parce qu'on a une trop haute perception de nous-mêmes, et même les humoristes ne savent pas être aussi décalés que les Belges. C'est vrai que les Belges sont surréalistes. Pardonnez-moi, je démarre très très lentement avec la voix, mais il y a une chose qui me paraît évidente, si je puis dire, c'est qu'il y a un délire qui est plus fort, un jeu sur le langage qui est plus important, c'était le cas avec De Vos, et une sophistication qui est quand même beaucoup plus forte qu'en France, où au fond, en France, les humoristes, qu'est-ce que c'est? Ils racontent la vie politique, en gros, ils racontent l'histoire de leur famille, et après, le texte, au sens où on vient de l'entendre par De Groot, c'est vraiment... c'est méchant, comme par exemple Tim Seed, qui a un énorme talent, mais le texte lui-même ne produit rien. Il y a aussi le mélange des genres, parce qu'il y a Sois belge et tais-toi, qui est un spectacle qui marche, qui cartonne en ce moment. Je crois que c'est la 7e édition, et c'est un journaliste politique qui écrit les textes. C'est-à-dire que non seulement il reçoit les politiques le dimanche pour un débat très sérieux, et ensuite il écrit une parodie. Les politiques viennent voir son spectacle, donc c'est Baudouin Rémy qui est sur la RTBF, notre partenaire. Mais nous, on ne verrait pas ça en France. Ah si, Charline, justement, elle a reçu François Hollande la semaine dernière. Oui, mais Charline, c'est une humoriste. Non, c'est comme si vous aviez... Elle était journaliste politique, c'est comme si... alors que maintenant, c'est comme si Yves Calvi avait un spectacle humoristique qui tourne en France. Nous, on n'a pas cette capacité de faire ça. Mais on est un pays improbable. Et en plus, mais ça depuis longtemps. Bon. Et on est passé tout près du gouffre, et je pense que ça a encore renforcé. Et comme on en est quand même sorti, en tout cas provisoirement, je pense que ça a encore renforcé ce sentiment que voilà, on peut oser beaucoup de choses. Vous le faites d'une manière sophistiquée. Aujourd'hui, je trouve que la caractéristique des Belges par rapport à tous les autres, c'est la sophistication et non pas le one-man show. Dramatiquement, je ne vais pas enfoncer tout le monde, mais j'allais dire à la Jamel, c'est le truc autobiographique, mon père, ma mère, mon machin, c'est bien gentil, mais quand Jamel, il a un talent d'improvisateur extraordinaire, mais les histoires en elles-mêmes sont d'une pauvreté terrible, comme toutes les autobiographies d'ailleurs. Est-ce que ça se passe comme ça, par exemple? Est-ce qu'il y a l'équivalent au Québec? Bien, en fait, le côté biographique, oui, on va le retrouver souvent chez des humoristes dans leur spectacle solo qui vont beaucoup se rapporter à leur vie amoureuse, leur vie de famille. Donc ça, c'est un peu à la française, ça. C'est un peu à la française, mais je dois dire que le Québec partage beaucoup de points communs avec cette terre improbable, comme Alain l'a décrit. Comme la Belgique, le Québec partage la nostalgie, le sens de l'autodérision, le surréalisme, l'absurdie. Moi, ça me parle beaucoup. Quand j'entends parler de ça, je comprends ce qu'on veut dire. Mais ce qui m'étonne, c'est que malgré un festival d'humour qui est immense au Québec,
Ça traverse pas l'Atlantique. On n'a pas beaucoup d'humoristes belges. J'ai fait Stéphane Rousseau, c'est le seul qui est un peu connu en Anthony Cavana, peut-être. Anthony Cavana aussi. Et on traversait l'Atlantique. Mais je me dis, comment se fait-il qu'on ait tant de points communs et que nos humours ne traversent pas? Peut-être parce qu'il y a des références culturelles. Hein, voilà, et c'est ça aussi, je crois, un avantage qu'ont les humoristes belges, c'est que nous connaissons très très bien la France, beaucoup mieux que vous nous connaissez, et donc ça nous donne aussi un avantage. Je voudrais vous parler rapidement d'un très beau documentaire qui a été fait sur Gad Elmaleh, qui essaie d'aller faire rire les Américains. Il va voir Jerry Seinfeld, il va voir Woody Allen, il essaie de se faire expliquer comment être efficace par l'humour chez les Américains. Et c'est très bon parce qu'il se plante. Ça marche pas. Il y va de sa manière de faire rire les Français là-bas. Ça fonctionne absolument parce pas. Parce qu'il y a un référent culturel. Oui, c'est pas exactement la même chose, effectivement. Ça marche pas. Et ça, c'est un bel exemple du fait que l'humour ne s'exporte peut-être pas aussi facilement. Et ce qui prouve d'ailleurs, et ça très bien, j'imagine. Non, mais ce qui peut prouver d'ailleurs, effectivement, que contrairement aux apparences, on a un creuset culturel qui est quand même relativement proche entre Belgique, France, Suisse et ces pays francophones-là, puisque nous, chez nous, les Belges font rire tout le monde, et ô combien tout le monde. Donc finalement, on est capable de fonctionner ensemble, même si on a au quotidien l'impression qu'on n'est pas capable de fonctionner ensemble. D'ailleurs, moi aussi, ici. Le premier tweet est un tweet de Bois d'Allon, un blogueur. Selon lui, grâce à Stéphane de Groot, je le cite, les humoristes belges sont les meilleurs, avec les Québécois et les Suisses, pas de jaloux. Un autre tweet de Mehdi Laga, graphiste web à Oran en Algérie, qui nous invite à revoir une ou plusieurs vidéos de Nawel Madani, donc disponible sur YouTube, la plus algérienne des humoristes belges. Le dernier débat donc va être consacré à ceux qui, dans le domaine de la musique, notamment la musique de film, sont originaires de la francophonie. Alors, le plus célèbre d'entre eux, c'est évidemment Alexandre Desplat, qui a signé la musique d'énormes films de Polanski, de Steven Spielberg dans le monde entier. Mais il y a beaucoup d'autres personnalités francophones qui font de la musique de film aujourd'hui. On va en parler donc dans un instant. Yves Bigot va nous rejoindre pour cela. Et Estelle va nous quitter, malheureusement, mais on se retrouvera évidemment la semaine prochaine. En attendant, voici, je vous embrasse ma chère Estelle, voici le Zap culturel. Ces pages scannées grossièrement sont celles du nouveau livre de Michel Houellebecq. Cette copie pirate est de très mauvaise qualité, mais le livre, qui n'est même pas encore sorti en librairie, peut déjà être téléchargé gratuitement sur Internet. C'est la première fois qu'un bouquin avec un tel tirage, 150 000 exemplaires, avec une telle ampleur, c'est du Michel Houellebecq, et avec donc de tels enjeux financiers, se retrouve piraté 2 semaines avant sa sortie en librairie. Vous aimez ça finalement, la polémique, parce que vous semblez la chercher. Je peux pas dire que j'aime, hein, mais je fais pas non plus d'efforts pour l'éviter, quoi. Disons que je vais pas éviter un sujet parce que je sais qu'il est polémique. Nous avons bien ri ensemble, et je l'ai perdu de vue quand son fric a été bouffé. À cette époque-là, Blaise Cendrars, c'était plus qu'un écrivain, mais il disparaîtra en laissant dans l'ombre un pan entier de ses œuvres. 50 ans plus tard, le musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds remet au grand jour 400 objets qui retracent son parcours artistique. De Passenger, l'œuvre d'Arne Queens émettrait des craquements. C'est ce qu'affirme un riverain qui a remarqué des bruits inquiétants hier soir en promenant son chien. Dès ce matin, la circulation, déjà limitée aux seuls piétons, a été complètement interdite à proximité de l'installation. 10 000 pieds carrés de structures de glace assemblées. Des sculptures impressionnantes. Le défi est colossal. Chaque année depuis 15 ans, l'hôtel de glace surprend les visiteurs par son immensité. C'est magnifique, grandiose, les lumières, tout est spectaculaire en fait. Entre Hélène Binet et l'architecture, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans, avec toujours cette envie de voir le monde à l'envers. Alicia s'est fait plaquer. Elle veut annuler sa collection. On va tous exploser là. Plus d'inspiration. Dès que je dis oui à un rôle, c'est parce que je l'aime. Et que, tu vois, quelque chose que vous aimez, ça s'introduit en vous. Benoît Poulvord des Roches d'Izem, en profanateur de tombes, une histoire d'autant plus incroyable qu'elle est vraie. On a volé le cercueil de Charlie Chaplin. Je voudrais bien savoir ce que Charlot en pense. L'histoire très chaplinesque de deux laissés pour compte qui tirent le diable par la queue. J'ai eu une idée qui va changer ta vie.
Des comédies à succès, c'est peut-être la recette de ce podium franco-français. Numéro 1, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Numéro 2, Superchondriaque, devant Lucie de Luc Besson. Dès qu'un film français, par surprise, fait un carton, c'est vrai que ça booste le nombre des entrées. Nous l'appelons Malessa, c'est le salé Glove. Le vrai salé, c'est plus rapide, plus endiablé. Plus dansant, on va dire. Oui. Robert Hirsch passera 25 ans à la Comédie Française et à ce titre participera au Gala de l'Union des artistes dans le rôle d'un danseur explosif. Je n'ai pas besoin d'être assisté par personne et je ne quitterai pas mon appartement. Je veux seulement qu'on me foute la paix. Le zapping, réalisé notamment par Estelle Martin. Bonjour mon cher Yves Bigot. Bonjour Guillaume. TV5 Monde, avec qui nous allons parler de musique, qui est une de ses grandes spécialités. Vous connaissez, puisqu'on va parler des grands musiciens francophones qui ont accompagné donc les musiques de films. Francis Lay, Jean-Claude Petit, Vladimir Cosma, Maurice Jarre, Delru qui a travaillé avec Godard, Michel Legrand, l'affaire Thomas Crown, donc des grands films à l'international, ou plus récemment d'ailleurs qui ont travaillé aussi avec des metteurs en scène internationaux, donc Gabriel Yared, Bruno Coulet, Yann Tiersen et Alexandre Desplat, qui travaille avec les plus grands metteurs en scène du monde, américains, français. Avant de parler de ces compositeurs de musique qui vraiment ont un vent en poupe considérable ces derniers temps, nous allons reconstituer un couple que vous connaissez bien évidemment, qui a joué ce rôle-là, c'est-à-dire de la complémentarité entre la musique et le cinéma. C'est Francis Lay et Claude Lelouch. Avec plein de musiciens, mais c'est vrai que je reviens toujours vers Francis parce que il est plus près de moi. Il a compris que la chair de poule m'intéressait plus que tout le reste. Je lui raconte l'histoire, comme je raconterais une histoire à quelqu'un. Je lui raconte le film, et après je lui dis tiens. Essaye de me raconter la même histoire uniquement avec des notes de musique. Alors des fois c'est pas évident. Par exemple dans Itinéraire pour un enfant gâté, il m'a raconté toute l'histoire du film avec Belmondo, toutes les histoires. Et à la fin, avant de partir, il me dit tu sais ce que j'aimerais, c'est que tu me fasses une musique de cirque symphonique. Il est parti. Et je peux vous dire que j'ai passé des nuits blanches pour chercher qu'est-ce que je vais faire en symphonique, une musique de cirque. La musique est une chose naturelle dans mon cinéma. Je veux dire, je ne mets pas de la musique pour boucher les trous. C'est le cinéma que j'aime. Si j'avais été cinéaste, si j'avais eu le talent d'être cinéaste, c'est le cinéma que j'aurais voulu faire. Mon cher Yves, tout à l'heure, je terminais par Alexandre Desplat. Que se passe-t-il actuellement dans le monde du cinéma pour que les Français soient, ou les francophones, disons plutôt que les Français, soient à ce point appelés pour collaborer à des grandes productions mondiales? Parce que je pense qu'ils se sont un peu spécialisés dans ce genre. Les Français n'ont jamais été super bons dans la musique classique, après Debussy, Ravel, Erik Satie, etc. Voilà. Et ils n'ont pas été bons... J'allais dire, pardonnez-moi, je vais continuer, mais concernant Ravel, une grande partie des grands compositeurs américains, les John Williams, etc., ils ont un peu tout pompé sur Maurice Ravel, l'orchestration. Donc ça vient, d'une certaine manière, de la musique classique symphonique française aussi. Et Guillaume, c'est exactement ce que j'allais dire, notamment Debussy, c'est une musique qui est très visuelle, comme Ravel d'ailleurs, exactement comme Erik Satie, un morceau en forme de poire, on ne fait pas plus visuel que ça. Fauré aussi, ou d'autres compositeurs français moins connus, mais donc on vient de la musique classique, on ne s'est pas imposé dans le domaine du rock, donc en fait il restait un univers dans lequel les Français pouvaient réussir à se glisser, c'était la musique de film, d'autant plus que le cinéma est un art qui est absolument sacralisé en France, comme nulle part ailleurs sur la planète. Donc quand on veut avoir un respect académique en France, il vaut mieux faire de la musique de film
que faire du rock. Alors après, vous me direz, Air ou Daft Punk ont aussi fait des musiques de films et de films internationaux. Mais ce qui est très spectaculaire, effectivement, c'est, vous l'avez dit, les années 60, où Maurice Jarre, Francis Lay, Michel Legrand deviennent des superstars aux États-Unis, obtiennent des Oscars, écrivent des tubes pour... vivent là-bas. Dans le cas de Maurice Jarre, il vivait carrément là-bas, il était installé à Los Angeles. Ah mais bien sûr, mais Michel Legrand aussi, qui composait notamment pour Barbra Streisand et pour d'autres. Et en fait, on revit un peu ça maintenant, je dirais presque 30 ou 40 ans plus tard, notamment à travers le succès d'Alexandre Desplat. 6 nominations aux Oscars, 6 nominations aux Golden Globes, il en a décroché un, 6 nominations aux Grammy Awards, il en a décroché un. C'est un palmarès absolument spectaculaire. Il est jeune et il a démarré dans un groupe de rock, puis ensuite en faisant... Le roi du nougat, j'ai retrouvé le nom, le roi du nougat. Ah ben oui, Montélimar. Mais ensuite, il a démarré en faisant les musiques des parodies de Carl Zero à Canal+, Alexandre Desplat, avant de faire les musiques de Harry Potter, de Twilight, de Godzilla, de Argo, enfin de films qui sont des blockbusters mondiaux américains. Et il est demandé absolument partout. Mais donc je pense qu'il y a effectivement une tradition française dans la musique de film, pour ce chemin un peu étroit, me semble-t-il, allant, vous le disiez très bien, de la musique symphonique française et n'arrivant pas à rentrer dans le rock, donc trouvant qu'est-ce qui reste de disponible encore pour nous. Ouais, mais... Michel. Je crois que c'est juste, enfin c'est pertinent ce que vous dites par rapport à ce que disait Guillaume, c'est-à-dire que c'est pas francophone. Merci Michel. Non mais c'est pas francophone, c'est français. Parce que je ne sais pas pour la Belgique, en tout cas en Suisse, il n'y a pas d'équivalent, parce qu'il n'y a pas tellement d'industrie de cinéma déjà, mais en plus, voilà, il n'y a pas la même chose. En Belgique, je ne sais pas, je crois que c'est vraiment très français. Alors maintenant, la question de savoir pourquoi la France réussit si bien, c'est compliqué à le savoir. Alors, il y a effectivement cette tradition-là. Je pense que ça va même peut-être plus loin, parce que la musique de film, c'est quelque chose d'extraordinairement délicat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre subtil entre l'image et le son. Il ne faut pas que l'un prenne le pas sur l'autre, sans quoi ça n'a plus sa raison d'être. Alors, il n'y a pas non plus que des artistes français qui sont capables de faire des BO. Il y a quand même un nombre d'anglo-saxons non négligeables qui se débrouillent très très bien. Mais je crois qu'il y a cet art de la délicatesse, il y a cet art de la subtilité, il y a cet art de ne pas trop en faire, de l'orchestration absolument aussi, qui va de Debussy, par exemple, un morceau de Debussy, Le clair de la lune, de la suite bergamasque, c'était repris dans je ne sais pas combien de films, par exemple. Ça a servi en tout cas d'illustration. Et il y a peut-être, dans un certain savoir-vivre, ça, je veux dire, plus général, en France, je vous tresse des lauriers, mais ils sont bienvenus en l'occurrence, par rapport à la couture, par rapport à la gastronomie, par rapport à un certain nombre de choses. Oui, c'est l'excellence française. Où on est capable justement de créer cette subtilité, cette association, ce raffinement, et qui va en général qui peut aller très bien justement avec Julie, votre père fait ça. Oui, en fait, j'ai la chance d'avoir des informations privilégiées de l'intérieur. Parce que, oui, il m'expliquait ce que vous venez de dire, Michel, exactement. Votre père, il va travailler, par exemple, sur les films de Denis Arcand. Oui, Jésus de Montréal, entre autres, des films de Léa Paul. Puis, il disait ça, exactement, que c'est difficile de faire une musique qui soit à grand déploiement sans vouloir écraser l'histoire. C'est vraiment comme un troisième personnage qui vient se juxtaposer à l'histoire qui se passe sous nos yeux et qui vient intensifier certains moments, en dramatiser d'autres, mais il faut toujours que ça soit dans une humilité et une modestie. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Miles Davis, qui est venu faire la trame sonore du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, où c'est peut-être la plus belle façon de composer une musique de film, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe et en jouant, en improvisant, en regardant l'hiseur se dérouler sous nos yeux. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours possible de faire ça. Alors, il n'est pas français, mais c'est une musique de film française. Français, voilà. Alors, mais... Et c'est avec vrai des Français dans l'orchestre, Pierre Michelot, René Utrégé. Utrégé, le piano, Pierre Michelot, bassiste. Et c'est vrai que les Français ont une capacité, je pense aussi à Éric Serra ou à Gabriel Yared ou à Tiersen, qui avait fait la musique d'Amélie Poulain, de vraiment donner une texture, une atmosphère, il y a une grande compréhension, une intelligence. Philippe Sard aussi fait ça très bien. Par contre, parfois, et peut-être que ça rejoint le côté classique et orchestre, je suis allée voir The Imitation Game, qui est sorti tout récemment, qui est ce film au sujet du mathématicien qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a réussi à décrypter le message des nazis. Et c'est un film vraiment très académique. Ça raconte l'histoire très simplement de cet homme-là. Et Desplat a fait une musique
wow, ça prend tout l'espace. Mais il a un talent extraordinaire, Desplat. Ça va bien au-delà de la... C'est magnifique. On se demande ce qu'il serait incapable de faire, d'ailleurs. Mais c'est magnifique. Sa musique est magnifique. Mais je me suis demandé est-ce qu'elle colle bien au film. Parce qu'il compose, lui. Je ne suis pas sûr qu'il fasse du plan par plan, il compose. Mais c'est-à-dire qu'une trame sonore ne devrait pas s'apprécier au-delà du film. C'est-à-dire qu'il y a des trames sonores qu'on achète, qu'on écouterait sans s'enlacer, mais qui ne fait pas corps avec le film. Et je trouvais, mais ça enlève absolument rien à Desplat qui est formidable, mais dans ce cas-ci, je trouvais que c'était un peu démesuré. Trop de Desplat, pas assez de films. Oui, très bien dit. Trop de Desplat, ouais. Il y a une chose qui est importante aussi dans ce domaine-là, parce que ça nous ramène à des choses qui sont... comment peut-on dire, un peu bassement matériel, c'est que beaucoup des Européens enregistrent dans des pays de l'ancienne sphère de l'Est où les orchestres sont de très grande qualité et 5 fois moins chers. Mais pas seulement dans les pays même de en l'Est. Belgique. Mais justement, voilà, parce que je voudrais embrayer sur l'analyse d'Yves à partir d'une tradition de musique classique assez visuelle, hein, Debussy, etc. Il a fallu trouver un créneau. Eh bien, nous aussi, on a dû trouver notre créneau et c'est plutôt l'enregistrement de musique de film, notamment avec un orchestre bruxellois, enfin, à l'origine, en tout cas, le Brussels Symphonic, qui est un orchestre plutôt flamand, mais enfin, bon, la musique n'a pas de langue, et qui a collaboré déjà depuis des années avec les plus grands, John Williams, Scorsese, etc., et qui a enregistré la musique, la bande originale du film The Artist, et qui a donc été intégrée dans l'Oscar qu'il lui a donné. Alors, c'est sans doute aussi pour des questions de coût, et de proximité, mais c'est un créneau qui se développe. Et donc je pense qu'en effet, les orchestres belges qui vivent des temps difficiles financièrement, comme tous, essayent de se développer dans ce créneau-là, l'enregistrement de musique de films de fiction, mais l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège a enregistré aussi des musiques de films documentaires, voilà des façons de se diversifier et aussi d'augmenter les revenus, de mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, mais c'est une nécessité aujourd'hui pour exister, pour survivre. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'un des studios mystiques de l'histoire du rock, le fameux Abbey Road, est devenu principalement un studio d'enregistrement de musique de film. Voilà. Ou au contraire d'orchestration pour des gens qui passent, mais ils font simplement les cordes. Pour commencer, voici un tweet de Mickaël de passage à Los Angeles qui nous fait partager l'affiche d'un concert qui a eu lieu au Théâtre Fonda par le célèbre compositeur de la BO d'Amélie Poulain et de Goodbye Lenin, à savoir Yann Tiersen. Le second tweet nous vient de Koji Relax, qui vit à Kyoto, au Japon, et qui ne se lasse pas d'écouter Aujourd'hui c'est toi de Francis Lay, qui fait partie des bandes originales, donc des films de Claude Lelouch. Avant de nous quitter, les célèbres coups de cœur, je vais commencer avec vous, mon cher Alain. Ce qui vous a plu cette semaine pour 200 millions de critiques? Eh bien, ça s'appelle Le bâton de Plutarque. J'ai eu peur. Quelque chose? Ah oui, ça me dit quelque chose. Eh bien, c'est la dernière aventure de Blake et Mortimer, d'Edgar P. Jacobs, qui est mort il y a quand même pas mal de temps. Alors, à la différence de Hergé, qui était son contemporain, Hergé qui n'a pas voulu que Tintin continue après sa mort, Edgar P. Jacobs, lui, a accepté que son œuvre, ses héros, ses atmosphères se poursuivent après sa disparition. Et il y a maintenant eu, avec cet album-ci, plus d'albums qui ont été publiés depuis sa mort, écrits donc et dessinés par d'autres, que de son vivant. Le dernier a été... C'est comme pour Jimi Hendrix. Voilà, exactement. C'est comme pour Jimi Hendrix et Bootleg. Et la particularité de celui-ci, que je trouve particulièrement réussi, c'est qu'il se situe avant le premier épisode des aventures de Blake et Mortimer, dessiné par... C'est la guerre des étoiles version... Oui, donc c'est avant le premier qui, comme vous le savez, était donc Le secret de l'Espadon, ça vous dit quelque chose. Donc ça s'appelle Le bâton de Plutarque, je le trouve très réussi, et c'est en tête des ventes en Belgique devant Mondiano et Zemmour. Voilà, tout est relatif. Alors, ce ne sera pas un coup de cœur plutôt qu'un coup de chapeau. On vient de parler de cinéma. J'aimerais saluer les réalisateurs québécois qui vraiment rayonnent non seulement à Hollywood, mais partout dans le monde. Je pense à Denis Villeneuve, qui était présent aux Oscars en 2011 avec Incendie, qui depuis a travaillé avec des acteurs comme Jack Gyllenhaal dans des films comme Prisoner, Enemy, et qui là verra un film sortir en 2015 qui s'appellera Sicario. Et il a travaillé avec Emily Blunt et Benicio del Toro.
Aussi Jean-Marc Vallée, qui a fait Dallas Buyers Club, qui a fait remporter un Oscar à Matthew McConaughey dans un rôle extraordinaire. Et évidemment, on pense à Xavier Dolan aussi, qui lui aussi a travaillé avec Susan Sarandon, Kathy Bates. Alors, c'est pas que c'est après Hollywood, le déluge, mais ça fait quand même plaisir de voir une manière de faire du cinéma, une manière québécoise, parce que c'est ce que disent les acteurs et le public par rapport à ces films-là, c'est qu'il y a une façon de faire qu'on peut reconnaître. Michel. Moi, un bouquin qui est paru cette semaine que l'on doit à un auteur suisse d'origine turque qui s'appelle Metin Arditi. Le livre s'appelle Juliette dans son bain. C'est l'histoire d'un enlèvement de la fille d'un richissime mécène. Alors, c'est écrit comme un polar, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Et puis, il y a deuxième couche, une troisième couche, parce que Metin Arditi est un monsieur, lui aussi, qui a plein de couches. C'est-à-dire qu'il est physicien de formation. Non, Yves, pas de mauvaise pensée. Je regardais Alain. Mais non, moi, je regardais Yves. Il est terrible. Donc, il est physicien de formation, il a un diplôme de génie nucléaire du 3e cycle, il était président de l'orchestre de la Suisse romande. C'est un mécène, il a une fondation, c'est un... Est-ce qu'il a la Légion d'honneur? Non, je ne crois pas qu'il ait la Légion d'honneur, le garçon. Et donc, ce bouquin est formidablement bien écrit d'abord, et puis ensuite, il y a d'innombrables références à l'art et à la musique, parce que c'est un mélomane passionné, et surtout, c'est une jolie satire sociale, c'est une vraie question qu'il pose de la place du mécène et de ces gens qu'on aime aimer ou abhorrer selon les périodes de l'histoire dans lesquelles on se situe. Juliette dans son bain, c'est chez Grasset, c'est paru cette semaine. Yves. Kiff, le roman le plus jubilatoire de 2014, un roman social avec énormément d'humour, de pertinence et d'intelligence. Et c'est sans doute en France ce qui s'est approché le plus près, et beaucoup s'y sont essayés, du bûcher des vanités de Tom Wolfe. Mais ça n'en est pas loin, c'est absolument remarquable. Lisez-le, achetez-le. Mais de quoi s'agit-il ? Deux portraits remarquables dans Le Monde et dans Libération. Mais de quoi s'agit-il, justement ? De son auteur. Alors ça se passe comme tous les romans de Chalumeau depuis une quinzaine d'années maintenant dans le Midi de la France, la Côte d'Azur, et il y en a pour tout le monde. Les islamistes, le Front National, les boîtes de nuit, il y en a absolument pour tout le monde. C'est-à-dire c'est un portrait formidable, fantastique de la société française et de toutes ses contradictions en 2014 ou 2015. Je voulais le début du pitch parce que c'est assez drôle, je ne connais pas. Hein. Pas toujours facile d'imposer le respect quand on s'appelle Georges Clooney, avec ET à la fin, et qu'on se retrouve catapulté à la tête du Kiff, une boîte de nuit interlope de la Côte d'Azur. Moi, c'est vrai que ça me donne envie de le lire rien que pour ça. Je ne connais pas, mais je vais le lire. On va terminer avec Houellebecq, qui est en France un peu l'événement de la rentrée littéraire de janvier. Et oui, Guillaume, et que je voulais mettre en fait en miroir du Kiff de Chalumeau, parce que ce sont sans doute les deux romans qui parlent le plus profondément des tourments de la société française d'aujourd'hui. Alors, le Chalumeau est absolument jubilatoire. Le Houellebecq, c'est un événement, c'est déjà une polémique, hein, comme vous le voyez. Libération lui a consacré non seulement sa une, mais également 6 pages à l'intérieur, hein, avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Sa première grande qualité de ce livre, c'est qu'il se dévore. C'est de la politique fiction qui fait peur, pour notre avenir, surtout pour les femmes, aussi pour les partis politiques, mais sauf que les partis politiques, on s'en fout, alors que les femmes, on les adore. Et vraiment, c'est une interrogation. Je pense que la problématique qu'on a, Guillaume, toujours en France, c'est ce désir absolu qu'on a de vouloir confondre l'auteur avec son œuvre. Alors évidemment, le problème de Houellebecq, c'est qu'il n'aide personne là-dessus, parce que quand il donne des interviews, il, évidemment, lui-même donne le bâton pour se faire battre la plupart du temps. Mais à la fin de ce livre, je ne sais pas si tout le monde a lu les remerciements qui vont absolument à la fin, où il dit « cette affabulation ». Donc, lui-même laisse bien entendre que c'est un délire. Il faut rappeler que le délire, c'est une histoire vous le disiez, de politique fiction. Ce qui pose un problème aujourd'hui en France, c'est qu'ils considèrent qu'en 2022, en gros, l'islam aura pris le pouvoir en France, avec comme Premier ministre François Bayrou. Le héros du livre est un intellectuel, professeur de littérature, qui, pour garder son poste et pour avoir 3 femmes, j'allais dire, à sa disposition, décide de se convertir à l'islam. Et c'est la première fois qu'il donne un rôle majeur à un intellectuel. Aujourd'hui, en fait, ce qu'a écrit Laurent Geoffrin dans Libération, vous faisiez allusion à ça, c'est de dire Houellebecq
il a installé Marine Le Pen au Flore. Le Flore, c'est un peu le café à la fois mondain et culturel de Paris, Jean-Paul Sartre, etc. Et donc pour Geoffrin, c'est vraiment la lepénisation des esprits. La gauche a perdu la bataille culturelle et Houellebecq est le cheval de Troie, qui est le principal à avoir concassé justement l'idéologie de gauche. Ce qui est intéressant dans l'IB, c'est pour ça qu'il avait bien raison, Yves, de vous le montrer, c'est qu'il y a une sorte de désarroi, parce que quand Houellebecq a écrit Extension du domaine de la lutte, les gens, à commencer par Les Inrocks, qui est le journal, disons, de la gauche culturelle en France, étaient persuadés que c'était un auteur d'extrême gauche, Houellebecq, qui racontait les désarrois d'un jeune homme pris dans la vie de l'entreprise. Et puis, manque de peau, maintenant, ils se rendent compte qu'il est ami avec Nicolas Sarkozy, et qui défend des positions, il parle d'une Marine Le Pen flamboyante, qui sont quand même compliquées, même s'il y a une distance énorme par rapport à ça. Houellebecq, au fond, c'est un ami qu'on retrouve, mais c'est un ami un peu dangereux, un peu particulier, un peu bizarre, un peu curieux, qui met les pieds où personne ne veut les mettre. Et au fond, il y a un petit lien avec Modiano, parce qu'il a beaucoup aimé un pédigré de Modiano, je m'en souviens à l'époque. Modiano, c'est quand même la barbarie la plus célèbre du XXe siècle, et Houellebecq met les pieds dans tout ce qui dérange aujourd'hui. Donc ce livre, il est à la fois, comment peut-on dire, il est là où il faut qu'il soit, et en même temps, il est plein d'interrogations, y compris celle de Geoffrin, même si, à mon avis, je dirais un dernier mot, c'est pas son meilleur roman. Dans le genre des romans courts, Plateforme était meilleur, car plus jubilatoire, plus dingue, plus déjanté. Voilà, j'ai tout dit. Et Élisée Chalumeau. Lisons Chalumeau. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette rentrée donc un peu aphone de 200 millions de critiques. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas de participer au site internet évidemment de TV5 Monde et puis d'envoyer vos tweets. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Ma chère Julie, on se retrouve évidemment bientôt. Yves, comme d'habitude, Michel Serruti aussi et Alain Gerlache, la joyeuse équipe de 200 millions de critiques. Nous étions à l'Institut du monde arabe par une journée de brume sur Paris. Ciao.